يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام نور الظلام. أولا أبدأ بالمداخلات التي تخص المغرب، وثانيا بالمداخلات التي تخص الجزائر، لأن في البرنامج فكاين مداخلات في المغرب بعد كتجي من موراها الجزائر من بعد المغرب. من الأحسن ربما أننا نبداو بالمداخلات في المغرب ومن بعد عاوتاني نتكلموا على الجزائر. بداية كان مقرر أنه يكون 8 ديال المداخلات، ولكن سنختصر على 6 فقط، لأن جوج المداخلات وحدة ديال الأستاذ العكري الكبير اعتذر لأسباب صحية، والثانية للإخوة من الجزائر نور الدين جوادي وسامية باعثة الذين لم يتمكنوا من التواجد معنا اليوم. سنبدأ بالمداخلة الأولى للأستاذ نبيل بوعياد أمين من جامعة الحسن الأول في سطات، والذي سيلقيها علينا باللغة الفرنسية، وعنوانها le développement de la finance islamique au Maroc. Quelle adaptation du cadre législatif et réglementaire. Alors je me permets de parler un petit peu en français. J'ai programmé cette intervention en premier parce qu'elle nous donne le cadre général législatif, et elle fait suite un petit peu à l'intervention du docteur Mouchal qui lui a débuté ce matin, cette journée, par justement l'analyse un petit peu du cadre législatif. Donc je vais donner la parole tout de suite à M. Nabil Bouayed Amin qui va justement nous entretenir un petit peu sur quelles sont les adaptations qu'il est possible de faire à la réglementation marocaine pour qu'elle soit adaptée à la finance islamique. À vous la parole, M. Bouayed. نستسمح من هذا العطب ممكن نسميوه عطب فني، ولكن في الحقيقة كان خاصو يتحل قبل ما تبدا الجلسة. على كل التغيير والتسميح. وبالمناسبة هذه المداخلة الأولى هي الأستاذ بوعيد أمين، ولكن الأستاذ بوعيد أمين ماشي هو اللي غادي يلقيها، غير موجود معنا، وسيلقيانها عوضه الأستاذين عبد الراوي والأستاذ حبشي. فليتفضل مشكورا. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre pour la qualité de l'organisation et pour la qualité des intervenants. Aujourd'hui, on va traiter le sujet qui porte sur le développement de la finance islamique au Maroc et les adaptations du cadre législatif et réglementaire. Donc, sans plus tarder, voilà le plan. Pour la première partie, on va essayer de faire une petite introduction sur la finance islamique et sur le développement de la finance islamique. Et dans la deuxième partie qui sera un peu technique, qui concerne le cadre législatif et réglementaire de la finance islamique au Maroc. Donc, la finance islamique au Maroc, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur ces dernières années. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une recherche sur cette jeune industrie et son impact sur le secteur bancaire
Pour une grande partie de la population, d'après l'opinion publique, les produits alternatifs sont surtaxés et trop chers par rapport aux autres produits commercialisés par les autres banques classiques. Donc ce qui a, on peut dire ce qui a participé donc, au non-développement et aux problèmes donc, posés par ces produits-là, donc qui trouvent beaucoup de problèmes au niveau de leur commercialisation. L'introduction d'une banque islamique au Maroc va émaner bien évidemment d'un pays qui se trouve dans le Moyen-Orient et plus particulièrement un pays d'une banque donc, dans les pays du Golfe, ce qui va permettre au Maroc donc, des entrées de devises, ce qui va permettre aussi d'encourager le taux de bancarisation au Maroc qui reste très faible par rapport à d'autres pays, par rapport à la moyenne et par rapport à d'autres pays voisins comme la Tunisie. Donc il est sûr qu'un grand nombre de la population marocaine veut se transformer ou veut se financer avec des crédits conformes à la loi islamique, ce qui fait que l'introduction des banques islamiques au Maroc donc, aura un retour sur investissement important pour les banques étrangères, et cette marge de profit va échapper aux banques de la place, en plus de la perte de leur part de marché, ce qui peut constituer, ce qui peut entraîner des pertes colossales donc, pour les banques traditionnelles. Le développement de la finance islamique au Maroc ne nécessiterait pas un bouleversement du cadre positif, d'une part, car celui-ci permettait la commercialisation des produits qui sont plus ou moins conformes à la loi islamique, donc, comme par exemple la création d'OPCVM, les organismes de placement collectifs en valeur mobilière, donc, qui respectent les critères de la finance islamique. D'autre part, donc, il y a certains dispositifs réglementaires et fiscaux, donc ils étaient dans leur mécanisme proche des principes de la finance islamique. Notre intervention a pour objet de tenter d'identifier les adaptations au cadre législatif et réglementaire auxquelles il faudrait procéder au Maroc pour y assurer le développement de la finance islamique au Maroc, lequel, donc, ce développement qui est freiné pour l'instant par l'existence de frottements juridiques et fiscaux, par exemple l'installation ou l'accueil des banques islamiques sur le territoire national et le cadre juridique qui concerne donc, les produits islamiques. Jusqu'en 2000, le système financier islamique était considéré par le monde de la finance conventionnelle comme une niche de marché peu connue et peu compétitive. Mais après les événements du 11 septembre, on ne va pas dire que le développement de la finance islamique est une résultante des événements du 11 septembre, mais donc les événements du 11 septembre étaient un élément important, un élément déclencheur, parce que beaucoup des ressortissants des pays du Golfe qui avaient des comptes ouverts dans des banques étrangères, craignant le jet de leurs avoirs, ils ont rapatrié leurs fonds vers leur pays d'origine. Et ce mouvement a coïncidé avec l'augmentation du prix du pétrole et des prix de matières premières. Ces événements donc, ont participé donc, au développement et au progrès de la finance islamique. Et d'après les statistiques, le système financier islamique donc, il serait de 600 à 800 milliards de dollars américains. Donc, et le taux de croissance entre 12 et 15% selon les années. Le nombre des institutions financières islamiques dans le monde représente plus de 800 institutions, donc réparties sur toute la planète. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Europe, le Moyen-Orient, donc l'Asie aussi.
L'Iran, il occupe la première place donc, par rapport aux actifs gérés. Le taux de croissance annuel enregistré est de 15 à 20%. On dit que la finance islamique a résisté face à la crise internationale, la crise financière internationale. Oui, on peut le dire, d'après les résultats réalisés par les banques islamiques. Donc, voilà quelques informations comptables. C'est un peu technique, on va essayer de les... Donc, on dit que la finance islamique, c'est la seule branche de la finance mondiale qui affiche une santé insolente et bizarrement contradictoire avec les évolutions actuelles. Donc d'après les statistiques, donc voilà une étude comparative sur les performances des banques conventionnelles et des banques islamiques. Nous avons des indicateurs boursiers. Le premier indicateur, c'est la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est un indicateur qui permet donc d'évaluer la valeur de marché d'une entreprise. Donc la capitalisation boursière est obtenue en multipliant le nombre d'actions par le cours actuel en bourse. Donc les banques conventionnelles ont enregistré une diminution de leur capitalisation boursière de 42,8%, alors que les banques islamiques n'ont enregistré qu'une légère baisse de 8,5%. Les banques islamiques ont enregistré aussi des résultats nets supérieurs à 9%, alors que les banques conventionnelles ont enregistré en période de crise des résultats nets donc négatifs et des variations négatives de 136%. Pour les capitaux propres, donc les banques conventionnelles ont enregistré une variation positive de 24%, alors que les banques islamiques donc, ont enregistré une augmentation de 36%. Donc, ce qui dit que les banques islamiques attirent plus de capitaux par rapport aux banques conventionnelles. Mais malgré les résultats, les bons résultats affichés, le poids de la finance islamique dans l'économie mondiale il reste encore très marginal, très limité. Donc, d'après les statistiques, les actifs gérés par les banques et les fonds d'investissement islamiques qui représentent à peine 1% de la finance conventionnelle. Donc, c'est l'équivalent de 0,6 $ investis par personne dans le monde musulman par rapport au monde chrétien. Donc, le chiffre c'est 7,4 $ investis par personne. Donc, aussi en 2009, les actifs gérés par les 5 premières banques islamiques dépassent à peine les 190 milliards de dollars américains, contre environ 10 milliards de dollars américains pour les 5 premières banques conventionnelles, soit seulement 2%. Même à l'échelle de leur marché d'origine, le poids des banques islamiques il ne dépasse guère les 40% dans les pays du Golfe, la Malaisie 14%, l'Indonésie moins de 2%. Aujourd'hui, la finance islamique il pèse 500 milliards de dollars américains, mais le poids il reste limité. Donc imaginez si tous les musulmans de la planète viennent à ouvrir un compte en banque, viennent avoir accès au crédit et aussi avoir des cartes bancaires. Donc le chiffre ou le volume potentiel est estimé à 4 billions de dollars américains. Autrement dit, donc la finance islamique a de beaux jours devant elle. C'est pour cela donc qu'il reste ou qu'il continue à assurer de nouveaux entrants. Le Maroc donc il doit faire des efforts pour attirer les banques islamiques, donc afin de drainer des devises et assurer l'équilibre au niveau de sa balance commerciale, surtout que le Maroc il souffre d'un manque, d'un déficit en matière de devises. Aussi, donc, l'installation de ces banques donc, va permettre de créer des emplois. Et le Maroc, il a tous les atouts
donc de par sa situation géographique, de par sa proximité de l'Europe, porte de l'Afrique aussi. Donc il peut occuper la place, donc la première place, il peut occuper la place de leader en Afrique. Il faut aussi qu'il profite d'un projet, on peut le dire, un projet qui est structurant, Casa Finance City, et une réelle volonté de réformer son marché des capitaux. Le marché financier marocain devrait donc consolider son attrait. Donc maintenant je cède la parole à M. Habachi, donc qui va traiter la partie pratique qui concerne le cadre juridique et le cadre réglementaire donc des produits islamiques au Maroc. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les professeurs du taux niveau auditoire qui assistent aujourd'hui à notre intervention. Donc, suite bien sûr, on n'a pas assez de temps quand même pour que je puisse aborder tout ce qui est cadre législatif et fiscal, bien sûr, du côté des finances islamiques. Donc, je vais juste donner, bien sûr, quand même éclaircir des points très essentiels sur le côté législatif, sur le côté finance islamique. Donc, tout en commençant, bien sûr, bon, sachant que le Maroc il était grand temps que le Maroc prenne le train de grande vitesse, bien sûr, de la finance islamique. Bon, voilà 28 ans déjà que des négociations ont été entamées avec la Banque centrale et le ministère des Finances pour un projet de création d'une première banque islamique en 1980. Celui n'a finalement pas vu le jour jusqu'au moment. Donc, à propos, le Maroc accuse un retard en matière puisqu'il fait partie des 3 seuls pays arabo-musulmans à ne pas avoir de banque islamique comme notre cher docteur Cherkaoui a précisé hier. Donc, malheureusement, il faut quand même faire des efforts pour qu'on puisse concrétiser, bien sûr, ces banques ici, bien sûr, chez notre cher pays, bien sûr. Alors, sachant que les banques islamiques au Maroc seront, bien sûr, participatives, après une longue hésitation, bien sûr, de la Banque centrale marocaine, qui autorise les banques islamiques au Maroc sous l'appellation toutefois de banque participative, selon l'article, bien sûr, habilité, bien sûr, à exercer à titre de profession habituelle en conformité avec les préceptes de la charia, et les activités qui sont des activités comme suite. Alors, c'est la réception de fonds du public, ainsi que les opérations de crédit, et finalement la mise à la disposition de la cliente de tous les moyens de paiement ou leur gestion. Donc, en outre, ces activités réservées aux établissements de crédit, les banques participatives sont également habilitées à réaliser des opérations commerciales, financières et d'investissement, et tout à fait à l'exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d'intérêts. Alors, 2 éléments retiennent l'attention dans les dispositions de ce projet de loi. Tout en commençant par la conformité des activités aux préceptes, bien sûr, de la charia et la réalisation des opérations commerciales, financières et d'investissement. Alors, le premier élément renvoie l'identité islamique de ces banques qui s'abstiennent de recevoir et de verser des intérêts assimilés au riba, bien sûr, prohibé par la charia, ainsi que le deuxième élément renvoie quant à lui à la nature de ces banques qui sont assimilables à la banque d'affaires. Et bien sûr, comme l'article 53 qui précise la nature participative de ces banques, qui disent bien sûr les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au résultat des investissements convenus avec la
clientèle. Mais, tout à fait, il ne s'agit pas donc des classiques dépôts à terme rémunérés à base d'intérêt, mais de dépôts rémunérés selon le principe de Mudaraba, que l'article 56 définit comme étant tout contrat mettant en relation une banque participative, qui fournit des fonds quand même et des entrepreneurs. Bon, bien sûr, il y en a des entrepreneurs bien sûr sous l'appellation de Mudarib, qui fournissent son travail en vue de réaliser leur projet. Au sens de l'article 56, la responsabilité de la gestion de projets d'investissement repose entièrement sur l'entrepreneur, bien sûr qui est la banque, bien sûr, islamique, et bien sûr les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les deux parties, et les pertes sont assumées exclusivement par Rabb al-Mal, qui est bien sûr le client. Sauf en cas de fraude commise par le Mudarib, c'est la banque. Notons que la banque peut être un investisseur direct ou confier elle-même les fonds ainsi collectés à un autre investisseur et se transformer ainsi en Rabb al-Mal à son tour. Outre les dépôts d'investissement à base de Mudaraba, qui concernent la réception des fonds du public et de leur gestion, la banque participative peut procéder au financement de la clientèle à travers notamment des produits ci-après qui sont déjà cités hier par monsieur docteur monsieur Mosleh. Donc je vais quand même les sauter parce qu'ils sont déjà expliqués, mais je vais juste mettre lieu sur Murabaha et Ijara, Shrilia, Ijara Waqsina, Musharaka, bien sûr, Tchavita, Musharaka, Mutanasiqa, et ainsi de suite. Mutana, après ça je m'excuse, et ainsi de suite. Alors, je vais mettre lieu directement sur le dispositif fiscal sur ces produits, bien sûr, islamiques, sachant que, bien sûr que les spécialistes de la finance islamique ont précisé que Murabaha et Soukouk sont des instruments de financement très connus, sachant que la première est un contrat de vente transparente qui fait intervenir trois parties, un importateur de capital, le fournisseur et le client. Donc pour Murabaha est qualifié par l'administration fiscale de vente intemporairement. L'objet d'un contrat quand même de Murabaha consiste à acquérir des biens immeubles ou des biens meubles corporels ou incorporels. À titre exemple, des biens d'équipement, matières premières, les titres financiers, et ainsi de suite. Bon, pour le prix d'acquisition de vente de Murabaha, indique toujours une marge bénéficiaire qui est déterminée de manière préalable au moment de la conclusion du contrat, si ce n'est pas le cas. Le contrat sera requalifié en droit musulman, bien sûr, de Moussawama, où il existe une détermination dans le prix de revente de l'actif financier. Bon, pour l'imposition de ces profits, le régime d'imposition et des bénéfices, bien sûr, industriels et commerciaux, en raison de la qualification de contrat de vente de Murabaha conclu entre un financier, banque ou intermédiaire financier, et un client. Donc le profit est immédiatement imposable. Pourquoi? Parce qu'on a ici, bien sûr, les deux contractants, ils ont généré quand même un profit, donc toujours l'imposition sur le profit réagit bien sûr par les deux contractants, et est aussi pris en compte dans la détermination du résultat imposable de manière étalée, linéairement sur la durée de différé de paiement. Donc le profit est assimilé par l'administration fiscale ou au intérêt, donc il y en a quand même, ils ont pris
l'administration quand même fiscale, après que même taxation qu'on a vu, même imposition, je m'excuse, plutôt que la taxation de ces produits quand même islamiques, c'est la même chose que les intérêts pour les banques quand même classiques. Il est assez déroulant de constater quand même le traitement fiscal des profits réalisés par les opérations de financement islamique est le même que celui réservé aux intérêts. Bien sûr que, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors que le droit musulman interdit sans ambiguïté la stipulation de l'intérêt, certes, un éclaircissement était attendu, bien sûr, de l'administration fiscale pour qu'il puisse quand même nous donner, devoir supporter des critères pour ne pas obscurcir l'esprit de la loi islamique. On verra bien sûr en deuxième lieu l'imposition des plus-values immobilières et la taxe professionnelle, donc toujours sur le produit Mourabaha.